Go forward, men of courage in the freedom fight. Let justice reign, let freedom song fill every heart with joy. La Deuxième Guerre mondiale se disputa dans le Pacifique sur les circonstances les plus exécrables. Terrain impraticable, conditions climatiques extrêmes. De par le monde, il existait peu de champs de bataille plus hostiles que le véritable bouillon de culture qu'était la jungle étouffante de Nouvelle-Guinée. Les hommes qui durent combattre sur cette île de 2500 km de long connurent le pire de la guerre. Derrière chaque arbre pouvait se trouver un tireur isolé à quelques mètres de vous. En Nouvelle-Guinée, les soldats alliés ne pouvaient jamais être certains de la position de l'ennemi. Les étapes avant la reconquête des Philippines. En Australie, en 1942 et 1943, l'énergie de tous était concentrée sur la reconquête des territoires perdus. Dans ce but, une série de campagnes serait menée sous le commandement suprême du général Douglas MacArthur. À mon arrivée ici, j'ai fait cette promesse au peuple philippin. Je reviendrai. Ce soir, je le répète, je reviendrai. Rien ne peut être plus certain que la reconquête et la libération de ce pays et des territoires proches. Fin 1943, la route de la reconquête passait principalement par la côte nord de la Nouvelle-Guinée. En décembre, les marines et soldats américains avaient virtuellement repris toute la chaîne des îles Salomon. Plus à l'ouest, les forces américaines et australiennes passèrent à l'attaque dans le secteur de l'archipel de Bismarck. Le 15 décembre fut lancée l'invasion de l'île de Nouvelle-Bretagne. L'assaut fut conduit par le 112e régiment de cavalerie, fort de 1700 hommes. La force d'intervention fut attaquée par plus de 30 avions japonais. L'opération put se poursuivre malgré l'intense activité aérienne au-dessus des plages. Les soldats ne s'attendaient pas à une telle opposition avant même d'avoir atteint la plage. À Arawa, pour la première fois, on utilisa des roquettes pour affaiblir les défenses ennemies. Le débarquement s'opéra malgré les incessantes attaques aériennes. Et une tête de pont fut établie. Rattaché au 158e régiment d'infanterie sur Arawa, un groupe d'Indiens américains opérait en qualité d'éclaireurs. Opérer les concentrations de troupes ennemies était devenu la spécialité de ces éclaireurs sur de nombreux théâtres d'opérations du Pacifique. Les officiers d'infanterie appréciaient énormément l'efficacité de ces hommes lors de leur mission de reconnaissance. Silencieux et sûrs, les éclaireurs effectuèrent bon nombre de missions derrière les lignes ennemies. Dans cette guerre qui faisait appel à la ruse et à l'art de la dissimulation, les Indiens battaient l'ennemi à son propre jeu.
Servant principalement en qualité d'éclaireur ou de tireur isolé, il leur arrivait également de faire office de messager. Ils n'avaient pas leur pareil pour acheminer des messages importants dans les territoires hostiles. Dans le Pacifique Sud et Sud-Ouest, un autre groupe d'hommes, qu'on appelait les observateurs côtiers, joua également un grand rôle. Les observateurs côtiers connaissaient comme leur poche les territoires contrôlés par l'ennemi. De précieuses informations concernant les conditions météo ou les plus récentes activités de l'ennemi étaient glanées par ces volontaires, qui travaillaient avec l'aide des indigènes locaux derrière les lignes ennemies. Se faire prendre était pour eux synonyme d'une mort immédiate. Les observateurs, en majorité australiens, communiquaient leurs renseignements par radio. Après chaque transmission, ils étaient contraints de changer de cachette pour éviter un éventuel repérage par l'ennemi. Si leur message arrivait à destination, une opération navale ou aérienne pouvait être lancée plus rapidement, avec plus de chances de succès, tout en diminuant les risques de perte. Fin décembre 1943, après la manœuvre de diversion sur Arawa, une invasion fut conduite à l'ouest de la Nouvelle-Bretagne, sur Cap Cloister. La préparation fut confiée à la 5e Air Force, qui largua près de 400 tonnes de bombes sur des positions ennemies et sur les plages. L'opération débuta le lendemain de Noël 1943. Les troupes étaient celles de la première division de marine. La plupart de ces hommes étaient des vétérans de la longue et sanglante campagne menée à Guadalcanal. Sous le commandement du général William Roperdos, les hommes ne perdirent pas une seconde pour déclencher l'assaut. L'attaque de Cap Cloister fut menée avec succès selon le plan prévu. Tout indiquait que la résistance serait légère, mais il n'y avait aucune certitude. Le débarquement principal s'effectua sur la côte est de Cap Cloister. Les défenses avaient été considérablement affaiblies par les bombardements et l'ennemi résistait mollement, ce qui était une première pour les Marines en 1943 dans le Pacifique. Après l'établissement d'une tête de pont, les chars furent débarqués et la progression vers le terrain d'aviation put commencer. Pour une fois que la résistance ennemie n'était pas particulièrement coriace, c'était la boue qui freinait l'avance des Marines. Mais les hommes, progressant conjointement avec les tanks, gagnaient du terrain. Les équipages des chars, si adroits dans cette jungle épaisse, méritaient les louanges des soldats. Toutes sortes d'armes furent employées pour déloger l'ennemi. Après 22 jours de combat, l'ennemi était en déroute. Les Marines anéantirent les derniers groupes d'ennemis qui n'avaient pas pu se replier sur Rabaul. Les États-Unis avaient réussi à s'emparer de tout l'ouest de la Nouvelle-Bretagne, l'empire ennemi, fondé à vue d'œil dans les mers du Sud. The U.S. had succeeded to complete control of western New Britain. The enemy was fast losing his South Seas empire. L'attaque de Rabaul, située à l'extrême est de la Nouvelle-Bretagne, fut organisée au début 1944. Des milliers de bombes furent lâchées sur la forteresse ennemie. En 6 mois de raid incessants, les avions américains anéantirent la plus puissante forteresse japonaise dans le Pacifique. Rabaul avait été rendu inutilisable par l'ennemi.
Aux yeux des forces terrestres, un autre objectif dans l'archipel de Bismarck était tout aussi important, les îles de l'Amirauté. Le haut commandement américain décida de s'en emparer. Avant l'invasion proprement dite, un groupe de reconnaissance fut envoyé sur Los Negros pour évaluer les forces ennemies. Pendant 24 heures, ils explorèrent l'endroit et découvrirent que, semblant abandonnée, l'île était en fait très fortement défendue. Il fut décidé d'envahir Los Negros en premier, puis Manus, l'île la plus importante. Les GIs, pour qui c'était là le baptême du feu, se dirigèrent vers les plages au matin du 29 février 1944. Une vingtaine d'avions américains seulement vinrent en renfort, ceci à cause du mauvais temps. Les soldats savaient que la résistance ennemie serait sévère. La plupart des GIs réussirent à débarquer, mais une fois sur l'île, ils se retrouvèrent au milieu d'une bataille acharnée. Les combats furent terribles. Lors de cette campagne des îles de l'Amirauté, 1200 soldats américains furent blessés. Grâce au plasma sanguin et aux nouveaux médicaments, un grand nombre de ces hommes purent être sauvés. Après la prise des deux plus importantes îles de l'Amirauté, toute l'archipel de Bismarck passait sous contrôle américain. L'ennemi se retrouvait privé de ses bases aériennes qui s'étaient révélées si précieuses dans ce secteur. Une offensive rapide en Nouvelle-Guinée nécessitait l'emploi de toutes les troupes disponibles. Le général Frederick Irvine engagea la 24e division d'infanterie dans cette campagne. Vous allez être embarqué dans une grande aventure, probablement la plus grande aventure de votre vie. Nous préparons cette opération depuis très longtemps. Maintenant, nous sommes prêts. Parmi les recommandations que je tiens à faire, la première est que je veux que vous soyez mentalement prêts au combat. Si vous restez discret, les Japonais ne sauront rien de vous. Mais ouvrir le feu équivaut à dire « je suis ici ». En même temps, vous avez peu de chances de tuer un ennemi dans le noir. C'est un compatriote que vous risquez de toucher. Gardez ça en tête. Faire feu de nuit est révélateur de troupes indisciplinées et mal entraînées. Ce n'est pas ce que j'attends de cette division. En conclusion, je veux vous souhaiter bonne chance pour cette opération. Ce corps d'armée bénéficie d'une grande réputation. Et lorsque l'histoire de cette guerre sera écrite, je sais que vous aurez votre compte d'honneur et de décoration et qu'aucune unité n'aura fait preuve de plus de mérite que les hommes que j'ai devant moi. Le premier saut de puce sur la côte nord de Nouvelle-Guinée désignait Aitapé à 650 km à l'ouest des positions ennemies. La force d'intervention était très puissante. La plus importante flotte jamais employée en soutien d'un débarquement dans le Pacifique Sud accompagnait les 22 500 hommes. La plupart des hommes participant à l'assaut contre Aitapé avaient mené les premières campagnes de Nouvelle-Guinée, comme par exemple les soldats du 163e régiment d'infanterie. Nous avions eu quelques accrochages avec l'ennemi en Nouvelle-Guinée, mais rien d'important. Cette fois-ci, c'était vraiment sérieux. Ce fut du grand spectacle.
Le pilonnage nous a du courage. Plus les obus tombaient sur les plages, et moins il y aurait de Japonais en face de nous. L'invasion fut déclenchée peu après l'aube. Nous étions tous un peu nerveux, et la mer Agilité n'était pas à nous remettre l'estomac à l'endroit. Même après plusieurs débarquements, on ne peut s'empêcher d'avoir les nerfs tendus juste avant la bataille. Dès que les combats commencent sur la plage, la tension disparaît, car on est trop occupé pour avoir le temps d'être nerveux. Sur Aitapé, la résistance initiale fut assez faible. Mais au fil de la bataille, les forces américaines allaient réussir plus tard à traquer et anéantir la totalité de la 18e armée japonaise. Au même moment, une autre force américaine plus importante débarquait 200 km plus à l'ouest, à Hollandia, en Nouvelle-Guinée hollandaise. Les débarquements s'effectuèrent sur 2 plages différentes, l'opposition fut là aussi très légère. La première partie de l'attaque fut conduite selon le plan prévu. Les soldats des 41e et 24e divisions exécutèrent leur mission sans le moindre accroc. Le plan prévoyait une progression rapide à l'intérieur des terres vers les objectifs principaux. Les 3 pistes d'atterrissage. Dans le nord de la Nouvelle-Guinée, les soldats avaient à faire face à de sérieux problèmes de déplacement. Ici et là, les GIs rencontraient l'ennemi. Mais ils ne furent jamais un réel obstacle. Après avoir effectué leur jonction, les 2 forces s'emparèrent des pistes dans le secteur de Santani après 5 jours de combat. Mais il fut rapidement évident que celles-ci ne seraient jamais des bases majeures à cause de leur terrain marécageux. Un mois plus tard, les forces américaines attaquèrent 230 km plus à l'ouest. En s'emparant du secteur du Tums, les Américains pourraient faire usage de l'artillerie contre le véritable obstacle, l'île de Wakda, à 3 km au large de la côte. Depuis la tête de pont et à Bripotumé, les troupes lancèrent l'assaut contre l'île de Wakda. En première ligne se trouvait le 163e régiment d'infanterie, celui-là même qui avait pris Aitapé 3 semaines auparavant. Nous reçûmes l'ordre de nous emparer de l'île de Wakda, probablement pour son terrain d'aviation, plus opérationnel que nos dernières prises. La bataille fut rapide mais acharnée. L'ennemi était bien implanté et il nous fallut toutes les armes à notre disposition pour en venir à bout. Nous avons tué presque 800 soldats ennemis pendant les 2 jours de combat. 8 jours plus tard, les soldats américains débarquaient à Biak, dans la baie de Kelwing, 300 km plus à l'ouest. Juste avant l'invasion, les bateaux lance-roquettes passèrent à l'action. Les roquettes s'étaient avérées plus efficaces qu'un canonnage traditionnel dans les dernières minutes précédant un débarquement. Les GI de la 41e division savaient que l'attaque de Biak serait loin d'être une partie de plaisir. 12 000 hommes débarquèrent dès le premier jour. 12 tanks également furent débarqués durant ces 10 jours. La bataille de Biak commença réellement après que les troupes américaines eurent affermi l'opposition. Les tanks Sherman jouèrent un rôle déterminant dans cette bataille rangée. Biak devenait au fur et à mesure un des combats les plus contestés de tous ceux du Pacifique Sud. L'ennemi refusait de baisser les bras. 2 semaines et demie après le début des combats, le général Hackelberger reçut le commandement des forces terrestres, avec ordre d'apporter une conclusion victorieuse à ces combats sanglants. Pour la 2e fois en Nouvelle-Guinée, le général clôtura une opération délicate.
Début juillet, un nouveau bond mena les forces américaines 130 km plus à l'ouest sur l'île de Numfor. Cette petite île située dans la baie de Gelwink fut envahie par 7000 GIs du 158e régiment de combat. Les troupes s'attendaient à une redoutable opposition sur la seule plage où un débarquement était possible, mais la tête de pont put être rapidement établie et avec relativement de la facilité. Les troupes américaines à Numfor étaient 3 à 4 fois supérieures en nombre à celles de l'ennemi. Une fois encore, les GI s'étaient préparés pour une campagne difficile, mais le haut commandement avait surestimé les forces ennemies sur place. Face à une résistance légère, les GI s'enfonçaient rapidement dans les terres, mais l'état-major, redoutant des problèmes, demanda un parachutage de renfort au-dessus du terrain d'aviation, récemment repris. Les parachutistes qui arrivèrent étaient ceux du 503e régiment, ceux-là même qui avaient participé au tout début de la campagne. Mais cette fois, l'opération ne fut pas un franc succès. Les hommes auraient dû sauter d'une altitude minimum de 120 mètres, mais certains furent largués à peine à une cinquantaine de mètres du sol. En outre, les avions n'auraient pas dû voler à deux de front. Le terrain était si étroit qu'une partie seulement des troupes réussit à s'y poser. De nombreux parachutistes manquèrent le terrain, parfois assez largement. Des 739 hommes qui sautèrent à Numfor, presque 10% d'entre eux furent blessés, sans que l'ennemi n'y soit pour rien. Néanmoins, après 5 jours, les 3 pistes d'atterrissage de Numfor étaient tombées aux mains américaines et le reste de l'île était nettoyé peu à peu. Mais Numfor était en aucun cas l'objectif final de cette campagne. Fin juillet, un nouveau bond mena les forces américaines jusqu'à Sans-Apport, à l'extrémité de la Nouvelle-Guinée. Le débarquement s'effectua sans aucune opposition, mais les 20 000 GI de la 6e division ne voulaient rien laisser au hasard. Cette invasion s'effectua face à un ennemi qui était en train d'évacuer le périmètre. Les forces américaines avaient réussi leur progression tout du long des 2500 km de la Nouvelle-Guinée. À la mi-septembre, les soldats américains envahirent l'île de Morotai dans l'archipel des Moluques, située entre la Nouvelle-Guinée et les Philippines. Cet assaut concluait victorieusement la campagne de Nouvelle-Guinée. Expérience inoubliable pour les soldats qui combattirent là-bas, du simple soldat jusqu'au général lui-même. Les historiens diront que les 2 années de combat en Nouvelle-Guinée furent parmi les plus rudes de toute la guerre. C'est aussi mon avis. Les hommes qui ont servi sous mes ordres, entre 42 et 44, ont combattu jour et nuit, sous des conditions qui auraient démoralisé n'importe quelle troupe moins vaillante. Lutter sur ce type de terrain, sous cet abominable climat, et face à un ennemi aussi habile que les Japonais n'étaient déjà pas rien, mais les maladies tropicales, malaria, dengue, typhus et autres, apportèrent la touche finale. La victoire obtenue sur cette île capitale après 20 mois de combats acharnés est la preuve évidente des mérites du soldat américain. Je dois exprimer ma gratitude envers des hommes de la marine et de l'aviation, mais je dois dire qu'autant pour les États-Unis que l'Australie, la campagne de Nouvelle-Guinée fut une affaire de fantassins. Et grâce à nos victoires en Nouvelle-Guinée, l'invasion des Philippines devenait possible. Alors que les Alliés progressaient par bonds successifs, les forces amphibies américaines procédaient de la même manière dans le Pacifique centre. Les îles Mariannes étaient le principal objectif stratégique en ce mois de juin 1944. La formidable bataille de Tarawa en novembre 1943 avait éveillé la conscience du peuple américain sur le coût de la guerre contre le Japon. Si Tarawa avait été une victoire obtenue à grand prix, l'expérience acquise là-bas devrait sauver la vie de milliers de soldats américains lors de futurs combats dans le Pacifique.
En janvier 1944, l'invasion des îles Marshall fut décidée, une invasion dont le succès dépendrait en grande part des leçons tirées de la bataille de Tarawa. Les îles Marshall. Dans le Pacifique centre, les îles Marshall constituaient un véritable rempart s'opposant à la progression américaine. Cette poussée à l'ouest ne pourrait être poursuivie qu'après la chute de plusieurs îles offrant une position stratégique. Hawaï, l'amiral Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, ainsi que tout son état-major, semblait très concerné par les préparatifs de l'assaut contre les îles Marshall. Puisque l'offensive dans le Pacifique centre avait si favorablement commencé, après les victoires de Makin et Tarawa dans les îles Gilbert, la suite des opérations se devait être menée dans les plus brefs délais. L'invasion, qui se préparait contre certains atolls des îles Marshall, serait suivie d'assauts contre d'autres îles toujours plus à l'ouest. Ceci constituant une opération de grande envergure qui amènerait les forces américaines jusqu'aux plages même du Japon. En janvier 1944, le haut commandement du Pacifique centre mettait la dernière main aux préparatifs de l'invasion capitale contre les îles Marshall. Les forces d'intervention amphibies quittèrent Hawaï en direction des Marshall à la fin du mois de janvier. La flotte se faufila dans les eaux ennemies. Les canonniers savaient que ce serait leur tâche d'anéantir les défenses des îles ennemies. Cette fois-ci, le pilonnage de la marine ne serait plus jugé insuffisant. Le 29 janvier, les navires ouvrirent le feu sur l'atoll de Kwajalein. Pendant plusieurs semaines, les libérateurs de la 7e Air Force n'avaient pas cessé de bombarder les Marshall de l'est et du centre. À Kwajalein, le plus grand atoll corallien, les objectifs consistaient en 3 petites îles. Roy et Namur, reliés par une digue artificielle, seraient attaqués par la 4e division de marine. En route pour leur mission, les officiers informaient les hommes sur chaque détail concernant l'objectif, sa taille, sa forme et ses défenses. L'attaque serait le baptême du feu pour les hommes de la 4e division. La plupart d'entre eux sortaient à peine des camps d'entraînement aux États-Unis. Les hommes transportaient leur approvisionnement avec eux. Leur hache, retardée de 2 heures, approchait. Les hommes seraient bientôt de vrais vétérans. Alors que les premières vagues de Marines approchaient des plages, l'aviation portait une dernière attaque. Les hommes s'attendaient à un nouveau Tarawa. Les troupes américaines envahissaient pour la première fois une possession japonaise d'avant-guerre et savaient que l'ennemi ne la céderait pas facilement. La 4e division de Marines engagea le combat. Ils s'étaient préparés au pire.
La lutte sur la plage fut rude, mais moins qu'à Tarawa. Bien que la résistance ennemie fût moins tenace que prévu, rien n'était gagné pour autant. Les positions étaient loin d'être sûres. Les troupes opérant à Kwajalein bénéficièrent énormément d'expérience acquise lors d'offensives contre les îles Gilbert, 2 mois plus tôt. La méthode pour balayer un ennemi accroché à ces minuscules bandes de sable avait dorénavant fait ses preuves. Les marines prirent toutes les précautions nécessaires pour combattre les défenseurs fanatiques de Roy et Namur. Les marines firent quelques prisonniers sur Roy et Namur, mais ceux-ci ne représentaient qu'un pourcentage ridicule des forces en présence. 264 Japonais furent capturés sur les 2 îles. Mais il subsistait encore de nombreuses poches de résistance. Sur Roy, l'objectif principal était la piste d'atterrissage. S'en emparer ne fut pas chose facile. Pendant toute l'après-midi, la bataille fit rage. À l'approche du soir, la résistance ennemie sur Roy était vaincue. Cette fois-ci, le bombardement naval et aérien avait accompli un travail considérable. Le terrain d'aviation de Roy fut pris l'après-midi du jour J. Celui-ci avait été une base importante pour les avions ennemis. Un bon nombre d'appareils japonais s'étaient retrouvés incapables de quitter l'île, ayant été cloués au sol. Namur tomba en début d'après-midi du second jour. Là encore, les solides blocos japonais s'étaient révélés inefficaces sous le bombardement américain. Les installations ennemies étaient le sujet de prédilection des artistes qui accompagnaient parfois les troupes au combat. Les blocos fascinaient de la même manière tous les Marines. Le haut commandement ennemi avait ordonné que Roy et Namur soient défendus jusqu'au dernier homme. Le général Holland Smith du corps des Marines, commandant des forces terrestres sur les Marshall, était très satisfait des exploits de la 4e division. Le général fut également très impressionné par le travail effectué par les navires de guerre. Lors d'autres opérations, il avait jugé insuffisant leur canonnage. Mais à Kwajalein, il dut reconnaître que la marine avait été le parfait complément de ses hommes de troupe. La garnison japonaise de Roy Namur n'avait jamais cru possible que leur forteresse puisse tomber aux mains de l'ennemi. Après la bataille, les marines eurent tout loisir d'examiner les souvenirs qu'ils avaient rassemblés. Les plus précieux parmi ceux-ci étaient les sabres de samouraï, habituellement portés par les officiers ennemis de haut rang. Il y avait également une véritable fortune en argent japonais, mais sans aucun moyen de pouvoir le dépenser. Les hommes qui avaient effectué l'assaut pouvaient ôter leurs chaussures pour la première fois depuis leur présence sur l'île. La vie reprenait ses droits. Avec cette victoire, les forces américaines avaient franchi une nouvelle étape sur la route de Tokyo. Beaucoup d'hommes qui avaient contribué à ce nouveau pas en avant n'iraient jamais plus loin. Chaque fois que c'était possible, l'identification des victimes était effectuée par la section d'enregistrement des sépultures de la 4e division de marine. Les pertes furent légères en comparaison de celles endurées à Tarawa. Mais 190 marines laissèrent leur vie lors de ces combats pour établir une position américaine dans les îles Marshall.
Chaque nouvelle avancée dans le Pacifique était ponctuée par une cérémonie funèbre et par la consécration d'un bout de terrain à des milliers de kilomètres de la terre natale. Les survivants éprouvaient une réelle sensation de perte, car des liens très forts se créaient lors de ces combats pour une cause commune. Les morts ne seraient jamais oubliés par ceux qui avaient combattu à leur côté. Pendant ce temps, la 7e division d'infanterie faisait face à l'ennemi au sud de l'atoll de Kwajalein. Dans la matinée du 1er février, les premières vagues d'assaut atteignaient les plages. Ces GIs avaient participé à un tout autre type de combat dans les îles Aléoutiennes. La Deuxième Guerre mondiale fut le premier conflit majeur totalement couvert par des caméramens. Pour filmer les combats, ces hommes participaient aux assauts et restaient aux côtés des soldats même au plus fort de l'action. La 7e division de GIs pénétra à l'intérieur de l'île face à une opposition dispersée. Durant ce premier jour, les pertes ne furent pas très élevées. Moins de 70 hommes furent blessés. Grâce aux chars d'assaut qui ouvraient la voie, les GIs avançaient mètre par mètre. Les soldats progressaient face à une résistance croissante. Les chars d'assaut représentèrent un facteur important dans les victoires aux îles Marshall. Mais comme toujours, c'était aux hommes que revenait la majeure partie du travail. Sur l'îlot de Kwajalein, la coordination entre les chars et les fantassins n'était pas encore parfaite. Mais la progression était constante, même s'il n'était pas simple d'anéantir toutes les troupes ennemies sur l'île. Pendant 5 jours, la 7e division de GI se battit furieusement. Et pendant 5 jours, les soldats ennemis durent être localisés et extirpés de leurs troupes. La détermination des GIs vint à bout d'un grand nombre de soldats ennemis. Les pertes japonaises ne faisaient que s'accroître. Bien qu'épuisés, les GI ne relâchèrent pas leur attaque. Comme Roy et Namur, la garnison japonaise de Kwajalein bénéficiait de solides positions pour une défense acharnée de l'île. Au cours de l'offensive pour s'emparer de l'îlot, 1214 soldats américains furent touchés. La faiblesse de ce chiffre est directement liée à la formidable préparation effectuée conjointement par l'armée et la marine. Le 5 février, l'îlot de Kwajalein était pris. Après un combat désespéré, 170 soldats japonais se rendirent. Ils étaient les seuls survivants d'une garnison de 4000 hommes. L'ennemi venait de perdre 3 îles importantes, offrant une position stratégique dans le Pacifique centre.
Les troupes vaincues commençaient à douter réellement de l'invincibilité de la machine de guerre japonaise. En février 1944, les forces américaines poussèrent plus avant en territoire ennemi, jusqu'à l'extrême ouest des îles Marshall. L'atoll d'Eniwetok fut envahi à la mi-février par 2 régiments, un de marine, un d'infanterie. Le 22e régiment de marine accosta en premier sur l'îlot d'Engebe et après un seul jour de terribles combats, vint à bout de la puissante garnison ennemie. C'était le baptême du feu pour ces Marines et ils s'acquittèrent remarquablement de leur tâche. Les chars d'assaut participèrent une nouvelle fois à l'action sur Engebe. Les 3 principaux îlots de l'atoll d'Eniwetok tombèrent aux mains des 5 bataillons de marine et soldats après 7 jours de combat. Sur l'îlot d'Eniwetok, les troupes américaines balayèrent la résistance ennemie, mais accusèrent des pertes. La plupart de ces pertes étaient imputables au trop léger bombardement de cet îlot. Sur l'îlot de Perry, le 22e régiment de marine livra un combat similaire à celui d'Engebe, excepté une résistance ennemie un peu plus coriace. Les marines enlevèrent la partie au second jour de combat. Alors que la bataille se poursuivait sur les principaux îlots de l'atoll d'Eniwetok, la remise en état des pistes d'atterrissage allait bon train sous la conduite des hommes du génie de la marine que l'on surnommait les abeilles de la mer. Créées au début de la guerre, ces unités accomplirent de véritables prodiges en construisant des bases aériennes partout dans le Pacifique, avec une rapidité incroyable et dans n'importe quelles conditions. Les abeilles de la mer ne perdaient jamais une seconde. Ils travaillaient avec une rapidité inimaginable. Ils savaient tirer parti de tout ce qui leur tombait sous la main, y compris du matériel ennemi. Sur l'atoll d'Eniwetok, une base capable d'accueillir 4 escadrilles de chasseurs fut rapidement construite. La vitesse avec laquelle ces hommes étaient capables de réaliser une piste d'atterrissage sur n'importe quel terrain était un étonnement pour tous les soldats présents. L'armée elle-même était impressionnée par leur réalisation. Le travail qu'ils effectuèrent sur les îles du Pacifique provoquait l'admiration des corps de marine chargés, lui, de s'emparer de ces mêmes îles. La plus importante de leur attribution était la construction et la réparation des pistes d'atterrissage. De leur rapidité dépendait la rapidité de la progression américaine vers le Japon. La plupart des 250 000 hommes constituant ces unités avaient déjà avant-guerre une expérience des travaux publics. Cette expérience se révéla très précieuse pour les forces américaines. Mais même les plus compétents eurent à affronter des problèmes totalement nouveaux sur ces îles. Son travail terminé, le génie n'attendait pas longtemps pour tester ses réalisations.
La machine à laver fonctionnait grâce au vent et était partout présente là où le génie travaillait, preuve du large éventail de compétences de ces unités. Mais ces petites améliorations du confort n'étaient que des passe-temps. Lorsque les travaux sur la piste étaient terminés, les abeilles de la mer s'attaquaient à la construction des bâtiments nécessaires pour éviter la future garnison de la base. La construction d'un camp de la taille d'un village n'était l'affaire que de quelques semaines pour un bataillon du génie. Sa devise, nous réalisons le plus difficile immédiatement, l'impossible prendra plus de temps, était une réalité pour toutes les troupes du Pacifique. Le logement des soldats était une des attributions du génie. Un de leurs accomplissements, réputé impossible, fut d'approvisionner en pain de glace ces bases tropicales. Quel que soit le besoin, les abeilles de la mer pouvaient le satisfaire, et sans délai. Leur philosophie se résumait à la réponse qu'ils faisaient à toute demande possible. Les États-Unis tenaient dorénavant 2 importants atolls dans les Marshalls. Ces 2 victoires éclairs sur des îles sablonneuses modifièrent considérablement la carte des positions pour les 2 principales puissances en présence dans le Pacifique. Depuis les îles Marshall, l'US Air Force se retrouvait en excellente position pour mener des raids contre les îles Carolines et plus spécialement contre la puissante base ennemie de Truk.